Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la scène de la semaine. Filf, Je suis Emeric, et voici celle que je vous ai choisie. Je vous parle cette fois du passage d'un de mes romans préférés, de mon autrice préférée, Fred Vargas. Ce livre, c'est Sous les vents de Neptune. Attention, je vais spoiler. Je recommande à tout le monde, aimant de près ou de loin la lecture d'une histoire racontée avec une maestria digne des plus grands et grandes chefs d'orchestre, la lecture des romans de Fred Vargas. Elle a une manière de relater des relations entre ces personnages dignes d'une compositrice maîtrisant à la perfection le contrepoint. Un contrepoint en musique, c'est l'art de composer en superposant des motifs mélodiques différents. Ce n'est donc pas uniquement de l'harmonie, parfois même ça n'en est pas du tout, l'essentiel est dans l'ensemble. Les livres de Fred Vargas ne sont pas des livres choraux. C'est l'histoire d'un commissariat certes, mais nous suivons le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg, entouré d'autres personnages. Certains gravitent autour de lui en permanence, comme Adrien Danglars, son adjoint et plus vieil ami, son lieutenant Violette Retencourt. Je ne citerai qu'eux, parce qu'ils auront dans cette histoire une place prépondérante. De même que la mélodie principale d'une symphonie est mise en valeur par toutes celles qui l'accompagnent, formant un tout somptueux. Alors, je vous résume très rapidement cette histoire du mieux possible avant d'attaquer la scène dont je voudrais vous parler. Le commissaire Adamsberg et quelques membres de son équipe doivent se rendre au Québec afin d'y suivre une formation sur les analyses ADN. C'est bon, vous êtes conquis là déjà ? Je continue ? Bon, dans le doute, je continue. Avant de partir, une bribe d'information traverse le champ de vision d'Adamsberg. Elle le terrasse, mais passé l'effet de surprise, il va réussir à l'identifier. Un fantôme, littéralement, vient de croiser sa route. Un fantôme qui lui a enlevé son frère il y a très longtemps. Un homme qu'il n'a jamais cessé de traquer jusqu'à sa mort. Alors, comment un fantôme commet-il un meurtre ? Comment un fantôme transperce-t-il ses victimes avec son trident tel Neptune ? Et surtout, comment attrape-t-on un fantôme ? C'est avec toutes ces questions que le commissaire Adamsberg traverse l'Atlantique et assiste avec une partie de son équipe à cette formation. C'est aussi le moment où je vous parle de Camille. Camille, c'est l'amour de Jean-Baptiste Adamsberg qu'il a laissé partir une fois de trop. Camille est violoncelliste et il se trouve qu'elle est en concert à 2 pas, à Montréal. Il s'y rend incognito et aperçoit Camille en train de jouer, mais avant de pouvoir aller la voir, il aperçoit son adjoint, Adrien Danglars, portant quelque chose. Un enfant, un bébé plutôt. Jean-Baptiste est trahi par son adjoint qui lui a caché tout ce temps l'existence de l'enfant de Camille. Sa réaction ? Reprendre la route et se bourrer la gueule, puis y coucher avec Noëlla, une jeune femme croisée plusieurs fois dans un sentier entre son hôtel et le lieu de formation. Noëlla se met en tête de repartir avec lui à Paris, pas du tout dans les projets de Jean-Baptiste par contre. Ne la voyant pas à l'aéroport, Jean-Baptiste se sent soulagé. Mais, et là je fais une petite ellipse temporelle parce que ce bouquin, vous devriez le lire, donc je ne vais pas tout vous raconter. Donc Noëlla est retrouvée morte, à la manière de Neptune, ou du trident, comme l'appelle Jean-Baptiste Adamsberg. Et c'est là que le commissaire se sent vaciller et commence à perdre un peu plus pied. Ça ne ressemble pas au trident de tuer hors du territoire. Alors a-t-il, lui, tué Noëlla ? Et d'où sort cet enfant dans les bras de Danglars, bon sang ? Où est ce con de père ? Pour la première fois de sa carrière, Adamsberg ne sait plus quoi faire. Il est accusé, acculé, et miraculeusement protégé par le lieutenant Violette Retencourt qui pourtant ne le porte pas en haute estime. Il va devoir, en plus de gérer l'existence de ce père si parfait, gérer une accusation de meurtre à son encontre et faire en sorte de rendre à ce fantôme un peu de matière afin de pouvoir le choper. Je te chope et je t'embroche. Ça fait beaucoup pour le crâne de Jean-Baptiste Adamsberg, mais il va pouvoir s'appuyer sur la providence en la personne de Josette, hackeuse, que nous appelons A-Q-U-E-U-S-E, et qui manie l'informatique comme Santana sa guitare afin de retracer le parcours de ce fantôme et prouver, si tant est qu'elle existe, sa propre innocence. Et puis bon sang, merde, pourquoi a-t-il fallu que ce père existe ? Des verrous vont devoir sauter. Ce qui nous amène à ma scène de la semaine. Alors, désolé pour ce détour un peu long, mais le contexte est important. Adamsberg est donc caché et logé chez Clémentine, dame d'un certain âge qui héberge également Josette la hackeuse. Clémentine est couchée, Josette et Jean-Baptiste sont devant la cheminée allumée. Elle est aussi discrète qu'efficace. Lui, il est malheureux, triste et un peu la tête à l'envers d'avoir été gueulé ivre chez Camille la veille,
voulant se confronter à ce nouveau père si parfait. Je vous lis le passage et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Filf, ou d'un vote, ou d'une scène de la semaine, ou les trois. À bientôt. Il n'y a pas de bout au souterrain, commissaire. C'est conçu pour aller d'un endroit à un autre, tous reliés les uns aux autres, de sentier en sentier, de porte en porte. Pas toujours, Josette. Devant nous se dresse le plus impénétrable des verrous. Lequel ? Celui de la mémoire stagnante, au fond du lac. Mon souvenir bloqué sous les pierres, mon propre piège, ma chute dans le chantier. Celui-là, aucun pirate ne saurait le saborder. Verrou par verrou, et l'un après l'autre, c'est la clé du bon hacker, dit Josette en regroupant les braises égarées au centre du foyer. On ne peut pas ouvrir la porte numéro 9 avant d'avoir débloqué la numéro 8. Vous comprenez cela, commissaire ? Mais oui, Josette, dit gentiment Adamsberg. Josette continuait à ranger les brandons le long de la bûche enflammée. Avant le verrou de la mémoire, reprit-elle en désignant une braise du bout des pincettes, il y a celui qui vous a fait boire hier soir. Également défendu par une imprenable barrière. Josette secoua la tête, obstinée. « Je sais, Josette, soupira Adamsberg, que vous êtes allé vous délasser au FBI, mais on ne peut pas hacker les verrous de la vie comme ceux des machines. »« Il n'y a pas de différence, » répliqua Josette. Il étendit ses pieds vers la cheminée, faisant lentement tourner la baguette dans l'air, laissant la chaleur des flammes filtrer à travers ses chaussures. L'innocence de son frère revenait vers lui en un lent mouvement de boomerang, le déplaçant de ses marques habituelles, modifiant son angle de vue, lui ouvrant des parages interdits où le monde semblait discrètement changer de texture. Quelle texture ? Il ne savait pas au juste. Ce qu'il savait, c'est qu'en d'autres temps, et hier encore, il n'aurait jamais confié l'histoire de Camille, la fille du Nord, à une fragile hackeuse en tennis bleu et or. Ce qu'il fit, pourtant, depuis ses origines jusqu'à sa conversation d'ivrogne de la veille au soir. Vous voyez, acheva Adamsberg, pas de passage. Pourrais-je reprendre la baguette ? Demanda timidement Josette. Adamsberg lui donna la branchette, elle réactiva sa pointe dans le feu et reprit ses cercles tremblants. Pourquoi cherchez-vous ce passage puisque vous l'avez bouclé vous-même ? Je ne sais pas. Parce que de là vient l'air sans doute, et sans air c'est l'asphyxie, ou l'explosion, comme la cathédrale de Strasbourg aux fenêtres obstruées. Ah tiens, s'étonna Josette en suspendant son geste, ils ont bouché la cathédrale. Mais pourquoi faire ? On ne sait pas, dit Adamsberg avec un geste évasif, mais ils l'ont fait, avec des dragons, des lamproies, des chiens, des crapauds et un tiers de gendarmes. Ah bon, dit Josette. Elle abandonna la baguette sur le chenet et disparut dans la cuisine. Elle en rapporta 2 verres à Porto qu'elle posa en tremblant sur la margelle de la cheminée. « Vous connaissez son nom ?» demanda-t-elle en versant le vin et en répondant à côté des verres. « Trabbleman, un tiers de Trabbleman. »« Non, je parle de l'enfant de Camille. »« Ah, je ne me suis pas renseigné, et j'étais ivre. »« Tenez, » dit-elle en lui tendant son porto. « C'est le vôtre. »« Merci, » dit Adamsberg en prenant son verre. « Je ne parlais pas du verre, » corrigea Josette. Elle traça encore quelques cercles incandescents, finit son vin et repassa la baguette à Adamsberg. « Voilà, » dit-elle. « Je vais vous laisser maintenant. C'était un petit verrou, mais ça fait passer de l'air. Trop peut-être. » Voilà, c'était un extrait de Sous les vents de Neptune, de Fred Vargas. Vous en savez un petit peu sur ce livre, mais il reste 1000 choses à découvrir et je vous recommande vivement de le lire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Salut!